Stella Mertens se tient sur le pas de sa porte. Elle rêvasse. On est en juillet, la matinée est belle et déjà chaude. Stella éprouve cependant un vague remords. Si elle était une bonne épouse, elle tiendrait compagnie à son mari qui est en train de manger seul dans la cuisine. D'autant plus qu'il n'y a rien à voir sur cette route. Il n'y passe jamais personne. Un camion ou une voiture quelquefois, rarement. Tout à coup, elle sursaute. Un homme vient d'apparaître, un piéton. Depuis qu'ils se sont installés dans ce coin perdu, c'est bien la première fois qu'elle en voit un. Celui-ci marche posément, sans regarder de son côté. Pourtant, sur ce bout de route, il n'y a rien d'autre que leur maison. Qui cela peut-il bien être? Un automobiliste en panne? Non, sans doute un vagabond. Stella frissonne, elle a horreur des vagabonds. L'homme s'arrête soudain. D'une pichenette, il repousse son chapeau en arrière et regarde fixement les péchés qu'on aperçoit derrière la maison. Stella le distingue encore assez mal, il est trop loin, mais elle lui trouve quelque chose de bizarre, quelque chose d'indéfinissable qui lui fait presque peur. Bon, c'est stupide, se dit-elle. Il cherche sans doute du travail. Les pêches sont mûres et il espère qu'on l'embauchera pour la cueillette. D'ailleurs, c'est vrai, nous avons besoin de quelqu'un. Un peu rassérénée, elle le laisse approcher sans bouger. Mais soudain, leurs regards se croisent et une sorte de terreur inexplicable l'envahit de nouveau. Dans ce visage sombre, les yeux sont d'un bleu si pâle, presque sans couleur. Elle a envie de crier « Non, non, je ne veux pas, allez-vous-en !» Elle rentre en courant dans la maison et se précipite dans la cuisine. « Emery, il y a un homme là. Il arrive. » Emery continue tranquillement à débarrasser les restes de son repas. « Ah oui? Qui ça ?» demande-t-il avec indifférence. « Je ne sais pas. Il veut sans doute se proposer pour ramasser les pêches. » L'œil de son mari s'allume instantanément. « Tu crois? Eh ben, il tombe à pic, celui-là. »« Non, ne l'engage pas, je t'en prie. »« Mais pourquoi, Stella ? Nous avons tellement de mal à trouver de la main-d'œuvre. Tiens, l'année dernière, nous avons perdu une grande partie de la récolte à cause de ça. Si ton bonhomme veut s'y coller, je vais tout de même pas laisser passer l'aubaine. »« Emery, je t'en supplie, écoute-moi. Il y a quelque chose en lui. » Mais on frappe déjà à la porte. Emery s'empresse d'aller ouvrir. Il n'y a plus rien à faire. Résignée, Stella se laisse tomber sur une chaise. L'homme est entré. Elle le voit enfin de près. Mais à quoi s'attendait-elle? À une figure difforme, diabolique? Il a une barbe de 2 jours, c'est vrai, mais il est plutôt banal, grand, avec des traits réguliers. Non, ce sont ses yeux, pense-t-elle. Et je ne sais quoi dans son allure, on dirait un loup affamé en quête d'une proie. Elle entend son mari qui demande « Vous désirez ?»« J'ai vu vos pêches. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à les cueillir. » L'homme a une voix grinçante, très désagréable, et le ton est presque menaçant. Poli, mais menaçant. Emery s'affaire brusquement à ranger quelques pommes qui traînaient encore sur la table. Il grommelle en détournant les yeux. « J'ai 200 arbres, c'est pas le travail qui manque, mais vous m'avez pas l'air d'avoir l'habitude de peiner dur. » Stella observe son mari avec étonnement. « Est-ce qu'il aurait peur, lui aussi ?» se demande-t-elle. « Oh non, non, c'est impossible, pas Emery. » Et pourtant... « Si vous ne voulez pas de moi, » dit l'homme en faisant mine de s'en aller. Emery hésite visiblement. Il pense sûrement à ses pêches. S'il refuse, elles vont pourrir sur place. « Bon !» décide-t-il enfin. « Si le cœur vous en dit, on peut toujours essayer. Vous serez logé et nourri, mais vous coucherez dans la baraque près du verger. Les ouvriers que nous engageons n'habitent jamais dans la maison. »
Pendant qu'ils se mettent d'accord sur les conditions, Stella sert à manger à Jess. Oui, l'homme s'appelle Jess. Enfin, c'est le nom qu'il leur a donné en tout cas. Il dévore comme s'il n'avait rien avalé depuis 15 jours. Stella l'observe. Il a au moins une tête de plus qu'Emery. Ses mains sont très grandes et couvertes de longs poils noirs. Quel âge peut-il bien avoir, Dans les 30-35 ans. Dès que Jess a terminé son repas, les deux hommes partent au travail. Enfin seule, Stella se détend un peu. Elle se regarde dans la glace. À 36 ans, le visage fatigué, le cheveu triste, elle a déjà perdu toute sa féminité et n'a plus rien d'attirant. Jess ne lui a même pas jeté un regard depuis qu'il est entré dans la maison. Et pourtant elle est certaine qu'il est ici à cause d'elle. Mais pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Le soir, quand les deux hommes reviennent, elle a eu le temps de réfléchir et elle a pris une décision. Ils dînent en silence. Jess a l'air épuisé. J'en étais sûr, se dit Stella. Il n'a jamais fait ce métier, il n'a jamais été ouvrier agricole. Pour le dessert, elle apporte des pêches. Soudain, Jess déclare d'un ton venimeux « J'en ai marre des pêches !» Un épais silence retombe. Satisfait sans doute de son éclat, Jess sort un couteau de sa poche. Du pouce, il en fait jaillir une lame de 10 centimètres. Et il se sert de cette lame impressionnante pour découper successivement 3 pêches en minuscules bouchées. Toute cette comédie juste pour nous montrer son couteau, se dit Stella. Elle est à bout de nerfs. Elle se sent un peu soulagée quand Jess les quitte enfin pour aller se coucher. Emery, lui, a l'air enchanté. Jess a bien travaillé. La camionnette est pleine. Demain matin, je partirai vers 4 heures pour faire ma livraison à l'usine de conserve. Comme ça, je serai de retour à temps pour continuer la cueillette. « Emmène-moi avec toi », lui demande Stella d'un ton suppliant. « Que je t'emmène ? Mais pourquoi ? » « J'ai décidé d'aller en ville, à l'hôtel. Je reviendrai quand Jess sera partie. » Le placide Emery se met brusquement en colère. « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Est-ce qu'il t'a menacé ? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Il travaille bien, quoi. Enfin, j'ai besoin de lui. Et toi ?» Soudain, toute la rancœur que Stella a accumulée sans le savoir depuis des années éclate d'un seul coup. « Et moi ? Moi, j'ai seulement le droit de trimer sans broncher, hein ? Oh, je me demande parfois si tu m'as jamais aimé. Si tu ne m'as pas épousé juste pour avoir de l'aide à bon marché. Oh, c'est vrai, je suis logé et nourri, mais tu n'as même pas besoin de me donner un salaire comme à tes ouvriers. D'ailleurs, tu as beaucoup plus d'égard pour eux que pour moi. »« Stella !» s'écrie Emery choqué. « Stella, tu es injuste. Tu sais bien que c'est pour toi que je tiens à vendre ces pêches, pour que tu puisses acheter cette chambre à coucher, celle qui t'a tellement plu dans ton catalogue. Ça m'est égal, je n'en veux plus. J'ai peur, Emery, tu ne comprends pas? Emmène-moi avec toi. » « Bon, très bien, et va dépenser à l'hôtel tout l'argent que je me tue à gagner. Et pendant ce temps-là, qui nous préparera à manger, hein? Évidemment, tu t'en fiches. Débrouillez-vous, madame a ses nerfs. Et c'est moi l'égoïste, hein? C'est moi l'homme incapable de veiller sur sa femme. » Il en a les larmes aux yeux de dépit. Prise de remords, Stella se jette à son cou. « Oh, Emery, excuse-moi. Je t'aime. Je sais que je peux compter sur toi, que tu me protégeras. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu si peur, mais c'est fini maintenant, c'est fini. Si tu m'aimes, je ne crains plus rien. » À 4 heures le lendemain matin, Stella entend la camionnette démarrer. Elle n'arrive pas à se rendormir. Elle est seule dans la maison, avec Jess qui dort dans la baraque d'à côté. Elle reste les yeux ouverts dans l'obscurité, le cœur serré par l'angoisse. Emery doit rentrer vers 6 heures. 4h30, 5 heures.
5h15. Elle n'en peut plus. Il faut qu'elle fasse quelque chose, n'importe quoi. Si je préparais des crêpes, se dit-elle. Emery adore ça. Elle se lève et va dans la cuisine. Elle est en train de tourner la pâte quand elle entend un léger bruit derrière elle. Jess. Ça ne peut être que Jess. Il a dû entrer sans frapper. Que veut cet inquiétant personnage? Va-t-il enfin expliquer sa présence ici? Stella et Emery vivent des jours tranquilles dans leur ferme isolée quand un jour, un inconnu surgit et se fait engager pour la cueillette des pêches. Mais Stella est persuadée que cet homme est dangereux. Elle évite de rester seule avec lui jusqu'au moment où... Lentement, Stella se retourne, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. « Le petit déjeuner n'est pas encore prêt. » Il la regarde avec un sourire qui lui déforme complètement le visage. On dirait une gargouille. « Je vous fais peur, hein ?» Il s'approche encore. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» « Vous faire peur, justement. » Sa voix est encore plus grinçante, encore plus menaçante. Stella essaie de surmonter sa terreur. « Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous êtes-vous arrêté chez nous? Vous n'avez jamais été ouvrier agricole, n'est-ce pas ?» Il se met à rire. Son rire est encore plus effrayant que son sourire. C'est presque celui d'un dément. Bien sûr que non, je n'ai jamais travaillé pour les autres. Ce sont les autres qui sont aux petits soins pour moi, d'habitude. Mais alors, pourquoi? Balbutie Stella. Parce que je vous ai aperçu sur le pas de la porte. Et je vous ai plu? Il se remet à rire. Les femmes ne m'intéressent pas plus vous qu'une autre. Non, j'aime seulement celle à qui je fais peur. Et j'ai bien vu tout de suite que je vous faisais peur. Mais vous êtes fou. Ah non, non, je ne suis pas fou du tout. Il y a des hommes qui aiment plaire. Moi, j'aime faire peur. Où est la différence? Il s'approche encore d'elle. Elle a envie de crier, mais à quoi bon? Elle est seule dans la maison, seule, avec Jess. Il avance la main. Il va la toucher. Elle ouvre la bouche, prête à hurler, quand elle entend soudain la camionnette de son mari qui roule à grand bruit sur le gravier de l'allée. Jess s'éloigne aussitôt et va s'asseoir tranquillement à table. Emery entre dans la cuisine, triomphant. « Il paraît que mes pêches sont de premier ordre. Il reste plus qu'à cueillir le reste. Et ce petit déjeuner, ça vient ?» « Tout de suite, » dit Stella. Le soir, les deux hommes rentrent du travail complètement épuisés. Jess va se coucher aussitôt après le dîner. Emery s'installe dans un fauteuil au salon. Sa vaisselle faite, Stella va le rejoindre et le trouve endormi à côté de la radio toujours branchée. Un chanteur rock hurle à plein poumon. C'est le moment, se dit Stella. Elle a eu toute la journée pour réfléchir. Son plan est fait. Rien ne l'arrêtera plus. Elle passe sans bruit dans la chambre à coucher et commence à remplir une petite valise. Elle ne sera pas longtemps absente. Emery lui pardonnera. Il comprendra qu'elle ne pouvait plus vivre avec cette peur au ventre. Dommage qu'elle ne sache pas conduire. Mais de toute façon, Emery a besoin de la camionnette, se dit-elle. Ça ne fait rien. Je vais rejoindre la grande route à pied. S'il ne se présente pas tout de suite une voiture pour m'emmener en ville, je trouverai bien un coin où dormir et demain matin, je ferai du stop. Elle tend l'oreille. Elle n'entend que la radio. On nous prie de mettre en garde tous les fermiers de la Grande Vallée. La météo prévoit de sérieux orages de grêle, annonce le speaker. Elle éteint la lumière et ouvre la fenêtre. Dehors, l'obscurité est totale. De gros nuages couvrent les étoiles. Stella laisse tomber sa valise, puis elle enjambe l'appui de la fenêtre
et elle saute. Et maintenant, en route. Mais elle a à peine saisi la poignée de sa valise qu'elle sent une présence derrière elle. Elle ne bouge plus, figée par la terreur. « Allô, Stella ?» C'est lui. C'est la voix grinçante et menaçante de Jess. « Où allez-vous comme ça? C'est moi que vous fuyez? » Mais comment? Comment? Se demande-t-elle désespérée. Comment a-t-il deviné? Il a dû me surveiller. Elle comprend qu'il ne la laissera pas partir. Mais que veut-il à la fin? Se demande-t-elle pour la 100e fois. Si elle le savait, elle aurait peut-être moins peur. Alors, on ne veut pas répondre? Sans même se rendre compte, elle pousse un hurlement. Aussitôt, elle se sent saisie par une poigne de fer. Une grande main velue lui étouffe la bouche, le nez. Elle ne peut plus respirer. Puis brusquement, comme si Jess avait changé d'avis, il enlève sa main. Mais il la tient toujours serrée contre lui. Et il lui souffle à l'oreille. « Allez-y, hurlez, Stella, hurlez. Après tout, c'est une bonne idée. » Malgré le bruit que fait la radio, elle entend un léger déclic. Jess vient de faire jaillir la lame de son couteau. « Je vous ai demandé de hurler, Stella. Je veux qu'Emery sorte de la maison. Je veux qu'il vienne à votre secours. Ce meneur d'esclaves, toujours à dire « Allez, Jess, plus haut, Jess, plus vite, Jess. Oui, qu'il vienne. Je le découperai en petits morceaux et on les mettra en boîte à l'usine de conserve avec une étiquette « Viande pour chien. » Jess semble avoir tourné toute sa fureur contre Emery. Stella, maintenant, se sent très calme. Il est beaucoup plus fort qu'elle. Elle ne peut pas lui échapper. Mais elle peut sauver son mari. Heureusement, il dort. Non, elle ne criera pas. Elle n'attirera pas Emery dans ce piège. Jess peut bien la découper en petits morceaux. Elle ne criera pas. Jess lui enfonce cruellement les doigts dans la chair. Il respire très fort. Elle sent son haleine chaude dans son cou. Une lutte silencieuse s'engage quand tout à coup, la voix du speaker retentit dans la nuit. Nous répétons encore une fois notre message. Un fou extrêmement dangereux s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de la Grande Vallée. Tous les habitants de la région doivent être sur leur garde. Le forcené aurait déjà tué un automobiliste qui l'aurait pris en stop. La police pense qu'il n'a pu franchir encore les frontières de l'État. Stella écoute, pétrifiée. Et tout à coup, elle entend la camionnette démarrer. Elle avait presque perdu conscience et ne s'était même pas rendu compte que Jess l'avait lâchée. Il a eu peur, lui aussi, en entendant le communiqué, et il s'est enfui. Il est parti. En courant, elle rentre dans la maison, se précipite sur son mari, le secoue et balbutie haletante. « Emery, Emery, réveille-toi, il est parti, il a pris la camionnette. » Emery ouvre les yeux. « Ne t'inquiète pas, » dit-il d'une voix étrangement claire. « Il n'ira pas loin. On doit le rechercher. Toutes les routes doivent être barrées. » « Oh non. Non, c'est pas possible, » pense Stella avec horreur. Il sait tout. Il a tout entendu. Il ne dormait pas. Au fond, ça ne l'étonne pas. Elle refusait seulement de se l'avouer. Son mari ne l'aime pas. Son mari est un lâche. Il aurait laissé Jess la découper en morceaux sans bouger. Et elle, comme une idiote, elle était prête à mourir pour lui, à mourir pour ce porc, pour ce meneur d'esclaves. Jess avait raison. Une demi-heure après, d'une voix tremblante, Stella appelle la police. « Shérif, venez vite. Le fou qui s'est échappé, il est passé chez nous. Il a tué mon mari et s'est enfui avec notre camionnette. Oui, c'est horrible. Il lui a donné au moins 10 coups de couteau. » « Pardon ?
Hein? Ah non, non, non. Non, avec le couteau de cuisine. Dans quelle direction il est parti? Vers l'est. Je vais vous donner le signalement de la camionnette. Le meurtre est une chose sérieuse qui se prépare avec un soin méticuleux qui ne souffre pas l'improvisation. Et George Piper est parfaitement conscient de tout cela. Il y a longuement réfléchi, car, à part le meurtre, il ne voit pas d'autre solution pour résoudre un problème qui se fait de plus en plus pressant, d'année en année. George Piper a 57 ans et bientôt sonnera pour lui l'âge de la retraite. Au physique, c'est un petit homme affable, aux joues roses et à la bedaine encore discrète. Honnêtement, on ne lui donnerait pas son âge. Il faut dire qu'il a toujours mené une existence agréable. Célibataire, il est amateur de bon scotch, aime aller au théâtre, jouer au golf pendant le week-end et recevoir ses amis dans son coquet petit appartement. Un homme qui n'a jamais eu à s'occuper que de lui-même peut tout à fait s'offrir de tels plaisirs avec un simple salaire de chef caissier. Il peut même se permettre quelques petits extras, par exemple, tenter sa chance aux courses ou vivre des moments d'ivresse dans les bras d'une belle de nuit. On s'habitue très vite à ces bons côtés de la vie, si bien que George Piper en est venu à les considérer comme des compensations bien méritées à la monotonie de son travail à la banque. Le problème de George est donc de continuer à vivre sur le même pied, avec la maigre retraite qui constituera bientôt son unique revenu. Bien sûr, il a souvent envisagé de puiser dans la caisse pour faire de rapides profits en bourse et multiplier ses gains à l'infini, mais l'éventualité d'un contrôle inopiné l'a toujours retenu de se lancer dans une telle entreprise. C'est après avoir observé pendant un certain temps la cadence des dépôts et des retraits faits par Jim Manetti à son guichet que le meurtre apparaît à George Piper comme la solution la moins risquée au problème qui l'obsède. Jim Manetti est une sorte de colosse d'une trentaine d'années, au visage débonnaire et au sourire facile. Il a rapidement pris l'habitude de bavarder avec George Piper à chacune de ses visites à la banque. D'après son dossier, Jim Manetti est mandataire en fruits et légumes, mais George Piper s'est douté assez rapidement que son sympathique client devait avoir une source de revenus annexe. C'est vrai, ça. On ne retire pas régulièrement une grosse somme en liquide le vendredi soir pour en verser une plus grosse encore, toujours en liquide, le lundi matin sur le même compte. En tout cas, pas pour des raisons professionnelles. Pour en savoir plus, George Piper n'a pas eu à interroger Manetti. Il s'est contenté de le laisser parler. « Vendredi, vous m'avez donné que des billets neufs, » dit un lundi matin Manetti à George Piper. Ils collaient les uns aux autres si bien que je misais plus que je voulais. Soyez gentil, monsieur Piper, me donnez jamais que des coupures de 50 usagées. Vous êtes joueur? Demande négligemment Piper. Le visage de Manetti se fend d'un large sourire. Un scientifique du jeu, monsieur Piper. Les simples joueurs pensent que l'argent parle. Les scientifiques, eux, sont à l'écoute des cartes. La méthode scientifique, monsieur Piper, au poker, y a que ça de vrai, si vous voulez pas vous faire plumer. George Piper jette un coup d'œil discret sur le côté pour voir si son voisin de guichet a entendu. Apparemment non. Mais il baisse quand même la voix. Vous savez, monsieur Manetti, si vous tenez à garder votre compte dans cette banque, vous feriez mieux de pas trop parler de vos, de vos problèmes.
Le sourire de Manetti s'accentue. Dès cet instant, son destin est entre les mains de George Piper. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Piper. Merci de m'y avoir fait penser. Mais vous savez, si j'ai ouvert un compte ici, dans une banque aussi respectable, c'est pour éviter d'attirer l'attention sur moi. Et bien sûr aussi parce que je tiens pas à tomber sur des gens de connaissance. Vous êtes vraiment un chic type, Monsieur Piper. Hélas pour lui, Manetti continue à parler. Et il continue aussi à voir en George Piper un chic type. Car comme la plupart des gens qui réussissent dans la vie, Manetti éprouve le besoin d'épater un peu la galerie. L'un de mes secrets, confie-t-il un jour à George Piper, c'est que je veille sur ma forme. Presque tous ceux avec qui je joue sont portés sur la bouteille. Eh ben moi, non. D'ici, je rentre directement chez moi et je fais un petit somme avant d'aller les retrouver. Quand eux ne sont plus en état de distinguer un as d'un 3, moi, je continue à fonctionner à plein régime. Et je les plume tous. Alors, presque naturellement, l'idée du meurtre a fait son chemin dans l'esprit de George Piper. Et plus il voyait grossir le compte en banque de Manetti, plus cette idée l'obsédait. C'est vrai ça, quoi. Enfin, la vie était tellement trop injuste. Voilà un type d'une trentaine d'années qui amasse posément et sans se fatiguer une petite fortune, tandis que lui, George Piper, après 30 ans de bons et loyaux services, s'apprête à vivre la vie d'un petit retraité misérable. D'ailleurs, combien de temps durerait la chance insolente de Manetti au jeu? Hein? Combien de temps s'écoulerait-il encore avant qu'un joueur plumé une fois de trop ne lui règle son compte dans quelque ruelle obscure? L'argent que Manetti a accumulé ne serait alors plus d'aucune utilité à qui que ce soit. Alors que si George Piper menait son idée à terme, cet argent lui serait très utile. Bientôt, il en arrive à ne plus penser à autre chose. Il y pense le jour derrière son guichet, il y pense le soir en sirotant longuement ses whisky soda, et il en rêve même la nuit. Comment George Piper va-t-il mettre son projet de meurtre à exécution? George Piper, chef caissier modèle à la New Trust Bank, a décidé d'assassiner un de ses clients afin de s'approprier son compte en banque et de vivre sa retraite à l'abri du besoin. Il décide d'établir un plan d'action minutieux, car le meurtre est une chose sérieuse. La première phase, c'est évidemment d'éliminer Manetti sans risque. Après avoir étudié plusieurs possibilités, George Piper détermine le meilleur endroit pour passer à l'action, le domicile de Manetti. Et le meilleur moment, celui où Manetti serait chez lui à faire son petit somme avant d'aller jouer au poker. Un vendredi soir, il part étudier les abords de l'immeuble où demeure Manetti, puis rentre chez lui en sifflotant. Manetti habite vraiment l'endroit idéal. Un de ces immeubles moyennement bourgeois, sans concierge, mais avec beaucoup de va-et-vient. Le genre d'immeuble où les relations entre voisins se limitent au strict minimum, quand ils ne préfèrent pas s'ignorer carrément. S'introduire chez Manetti ne poserait aucun problème non plus. Manetti a confiance en Piper. Il gobera donc n'importe quel prétexte plausible qu'imaginera le caissier pour sonner à sa porte. Quant à l'arme du crime, Piper la possède depuis longtemps. C'est un petit revolver qui ne permettrait à aucun expert en balistique de remonter jusqu'à lui. S'il presse bien fort le canon contre Manetti, la détonation ne fera pas beaucoup de bruit. Ensuite, il n'aura plus qu'à prendre le bac qui fait la navette entre les deux rives de l'Hudson et acheter discrètement l'arme dans l'eau. George Piper n'est pas peu fier de son plan.
La chance semble le favoriser de tous les côtés. Un type comme Manetti doit avoir beaucoup de fréquentation des plus louches qui feront des suspects parfaits, et à supposer que la police remonte jusqu'à la banque où travaille Piper, elle y réfléchira 2 fois avant de s'attaquer à un établissement aussi respectable et puissant. Reste le problème de l'argent. Que faire de l'argent? Louer un coffre dans une banque de banlieue lui paraît être la meilleure solution. Il agira sous un nom d'emprunt et ne touchera l'argent qu'une fois venue l'heure de la retraite. Paradoxalement, c'est en réglant ce dernier problème que George Piper en voit surgir un autre. Que faire de l'argent jusqu'au moment où il l'aura déposé à la banque? Puisque l'opération, comme l'appelle pudiquement Piper, doit avoir lieu un vendredi soir. Il ne pourra déposer l'argent dans son coffre que le lundi suivant. Or, il est capital que ce lundi-là, il arrive ponctuellement à son travail comme il le fait depuis des années. Pas question non plus de s'absenter dans la journée sous un prétexte quelconque. Tout changement dans ses habitudes risquerait de paraître suspect. Alors il devra attendre avant de déposer l'argent dans son coffre et peut-être même attendre plusieurs semaines. Garder une telle somme dans son appartement serait dangereux. Quand la solution à cet ultime problème lui apparaît, presque dans un éclair, George Piper a un petit gloussement de joie et se sert un autre whisky. Mais comment n'y a-t-il pas pensé tout de suite? Ajouté aux autres billets de son encaisse à la New Trust Bank, la somme en question deviendrait pratiquement invisible, et dès qu'il n'y aura plus aucun risque, il n'aura plus qu'à transférer l'argent à la banque de banlieue. George Piper est aussi fasciné par son plan que par le scénario d'un film qu'il aurait écrit lui-même. Un modèle du genre. L'intrigue est simple et les dialogues réduits au minimum coulent avec le naturel le plus parfait. Mon Dieu, quel dommage, oui, quel dommage, vraiment, qu'il n'y ait pas de spectateurs pour applaudir ce génial metteur en scène. C'est 2 semaines plus tard que Manetti opère son plus gros retrait. 120 000 $. Comme le caissier ne peut s'empêcher de regarder fixement le formulaire, Jim Manetti se penche vers lui en riant. « Ne craignez rien, Monsieur Piper. Il me reste encore 500 ou 600 $ sur mon compte. Vous ferez comme d'habitude, hein, des coupures de 50 usagées. Et souhaitez-moi bonne chance. Ce soir, je joue contre un gros ponte de Wall Street, un type vraiment plein aux as. Et quand j'aurai doublé ce petit magot, je me retirerai des affaires. Place aux jeunes, hein, Monsieur Piper? » Il le doublera ou le doublera pas, se dit George Piper en allant chercher l'argent dans le coffre. Et s'il y parvient, 240 000 $ auraient de quoi inciter quelques gredins à suivre Manetti jusque chez lui. Bah oui, Manetti pouvait fort bien être mort, ou sans le sou, ou les deux, avant le lever du soleil. Alors il n'y a plus de temps à perdre. C'est ce soir, ou jamais. Il est 6 heures, très exactement, quand George Piper appuie sur la sonnette correspondante à l'appartement de Manetti. La voix un peu endormie du joueur lui parvient dans l'interphone. « Quoi? Qui c'est? »« Piper, vous savez, le caissier de la banque. Je suis vraiment désolé de vous déranger, monsieur, mais il faut que je vous voie un instant. »« Hein? Piper de la banque? Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Piper? » Je crois que je vous ai donné trop tout à l'heure, monsieur. Est-ce que je peux monter vérifier avec vous? Je veux dire, j'ai un trou dans mon encaisse et comme je dois avoir une vérification lundi matin à l'ouverture... Ah, oui, monsieur Piper, montez donc, j'appuie sur le bouton. En suivant le couloir qui mène à l'ascenseur, George Piper entend des bruits de télévision qui filtrent par la plupart des portes devant lesquelles il passe. Des cris, des détonations, des voix tonitruantes. Le western au programme ce soir-là est visiblement très apprécié dans l'immeuble. Jim Manetti l'attend sur le seuil de son appartement. Il est en t-shirt et pantalon de pyjama. L'espace d'un instant, George Piper a un doute affreux.
Une petite balle de revolver suffirait-elle pour venir à bout d'un tel colosse? En tout cas, suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas lutte. De toute façon, il est trop tard pour reculer. Et George Piper ne recule pas. Personne dans l'immeuble ne voit George Piper s'en aller. Les 2 balles qu'il a tirées dans la nuque de Manetti n'ont pratiquement fait aucun bruit. Manetti a juste eu un grognement de surprise en sentant le canon de l'arme sur sa nuque. Quant aux 2 détonations, elles ont été étouffées par les bruits provenant des téléviseurs. Le lundi matin, George Piper n'a aucun mal à ajouter l'argent de Manetti à celui de son encaisse. C'est la première chose qu'il a faite en arrivant à la banque, et il a bien fait. Il n'est même pas 10 heures quand le lieutenant Foster se présente à la banque. Quelques minutes plus tard, George Piper est convoqué dans le bureau du directeur, M. Rafferty, un homme d'une 30aine d'années, style jeune loup aux dents longues, sorti des grandes écoles et qui ne cache pas son ambition d'être nommé bientôt vice-président. Quand George Piper entre dans son bureau, il ne bronche pas. Il a l'air un peu hébété d'un commandant qui, lors de sa première traversée, aurait endommagé son paquebot sur un écueil invisible. D'un geste, il désigne le solide gaillard assis dans le fauteuil réservé aux visiteurs. « Piper, voici le lieutenant Foster de la police criminelle. Il semblerait qu'un de nos clients ait été assassiné. »« Oui, monsieur, » dit courtoisement Piper. En effet, j'ai lu ça dans le journal d'hier. Le nom m'a sauté aux yeux car j'ai souvent eu affaire à M. Manetti. Nous avons trouvé un chéquier de cette banque, dit Foster. Et le dernier talon porte mention d'un retrait de 120 000 $. On n'a pas retrouvé cet argent dans l'appartement. Le policier se tourne alors lentement vers George Piper. D'après ce que nous savons pour l'instant, vous êtes le seul à avoir été au courant de ce retrait. Ça y est, se dit George Piper. Il se redresse de toute sa petite taille, l'air indigné, mais il n'a pas besoin de dire un mot pour sa défense. M. Rafferty intervient sèchement. Un instant, lieutenant. Piper est dans cette banque depuis plus de 30 ans et jamais il n'a encouru le moindre blâme. Il ne pouvait ignorer que ce client partait avec une telle somme sur lui puisque c'est son travail. Et si vous pensez que Piper peut être l'auteur du meurtre, croyez-vous qu'il aurait été assez bête pour laisser le chéquier sur place? George Piper exulte intérieurement. Bien sûr, enfin quoi, il n'est pas bête à ce point. S'il a laissé le chéquier dans l'appartement, c'est parce qu'il se doutait que, tôt ou tard, la police ferait le rapprochement avec la banque. Quelques minutes plus tard, le policier quitte le bureau. Piper s'apprête à en faire autant, mais Rafferty le fait rasseoir d'un geste impératif. « Un instant, Piper, je n'en ai pas fini avec vous. Vous savez que c'est très mauvais pour la réputation de notre banque d'avoir ouvert un compte à un type comme ce Manetti? » Alors ça, c'est bien le dernier souci de George Piper. « C'était un bon compte, monsieur Rafferty, » dit-il courtoisement. « Un compte toujours largement approvisionné, jamais de découvert. » Rafferty a un petit ricanement sec. « Ah oui, c'est comme ça que vous voyez les choses, vous. Eh bien, pas moi. Dans quelques heures, le nom de notre banque va s'étaler dans tous les journaux et je vais être obligé de signaler la chose à la direction générale en leur expliquant pourquoi nous avons accepté d'ouvrir un compte à un type pareil. Et ça, croyez-moi, ça ne va pas favoriser mon avancement. » George Piper prend sa voix la plus onctueuse. « Oh, monsieur Rafferty, je suis sûr que vous faites une montagne d'une taupinière. » Rafferty le foudroie du regard. « Ah, vous croyez ? Vous pensez vraiment qu'ils choisissent leur vice-président parmi les directeurs dont les clients se font assassiner? Et ce qui va encore aggraver les choses, c'est que dans son dossier, il était inscrit comme négociant en fruits et légumes. D'ailleurs, tout le monde sait qu'il n'est toujours à votre guichet, alors ne venez pas me raconter qu'il n'a jamais rien dit ou fait qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille. Vous n'avez jamais trouvé bizarre, vous, qu'il demande toujours des coupures de 50 usagées? George Piper s'agite légèrement sur son siège. Oui,
Il est possible que j'ai remarqué certaines choses, monsieur Rafferty, mais je vous l'ai dit, c'était un bon compte, donc une bonne assise pour notre banque, et une bonne note pour vous, monsieur Rafferty. Le poing du directeur s'abat brutalement sur le bureau. Une bonne note? Dites, Piper, est-ce que par hasard, vous êtes en train de vous payer ma tête? Et soudain, Rafferty se calme. Sa voix se fait douce, dangereusement douce. Voyez-vous, Piper, si je veux obtenir une bonne note, comme vous le dites si bien, il faut que je prenne une décision rapide et énergique. Alors c'est simple. Piper, vous êtes viré. Piper bondit sur ses pieds. « Vous n'avez pas le droit. J'ai 30 ans d'ancienneté, 30 ans de conduite irréprochable. Mes antécédents... » Rafferty lui coupe brutalement la parole. « Je me fous de vos antécédents. Ah, vous avez toujours eu une conduite irréprochable, hein? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. » Il empoigne le combiné du téléphone et appelle le standard. « Passez-moi Martinson. Allô, Martinson? À compter de cet instant, vous êtes chef caissier. Et commencez donc par me vérifier l'encaisse de Piper. »